merci d'abord à nos intervenants d'avoir répondu à notre proposition de nous rejoindre sur cette thématique. Quand on a travaillé sur notre programmation, on avait vraiment à cœur de vous montrer cette richesse très particulière des collectifs territoriaux sur le territoire de Lyon-Saint-Étienne, puisque, comme vous l'avez entendu tout à l'heure avec nos élus, nous avons une alliance territoriale avec Saint-Étienne Métropole qui est assez forte. Et puis, tout simplement, il y a une vraie continuité en termes de secteur industriel entre nos deux territoires et les entreprises travaillent étroitement les unes avec les autres sur l'ensemble des deux métropoles et au-delà. Donc au-delà des clusters et des pôles de compétitivité dont vous avez tous entendu parler, qui ont un certain succès et qui ont aujourd'hui une quinzaine d'années, je pense, ça doit faire bien 15-20 ans que certains pôles et clusters existent. On a pu tirer des bilans très positifs, notamment par rapport à la crise sanitaire, sur la résilience que les collectifs pouvaient apporter pour les entreprises. Les pôles et les clusters ont vraiment démontré leur intérêt. Et en marge et en parallèle de ces clusters et de ces pôles, d'autres collectifs émergent, positionnés sur des choses assez différentes et très complémentaires. Et ce sont ces collectifs que nous avons souhaité mettre en avant. Alors vous allez voir que ce sont des collectifs qui ont des ADN très très fortes, avec des objectifs très ambitieux, assez alignés sur la stratégie dont les élus ont parlé tout à l'heure, autour notamment de la transformation environnementale et sociale, autour de la reconnexion avec le territoire et les habitants, autour de l'offre d'accueil plus, parce qu'on parle beaucoup de foncier, de bureaux, mais on se rend compte qu'on développe des offres d'accueil augmentées pour les entreprises industrielles, avec des services sur mesure qui sont quand même assez innovants, en fait, avec des postures assez innovantes pour accompagner les entreprises industrielles. Et puis, bien évidemment, l'ADN de ces 5 structures représentées ici, c'est la coopération. Et on verra qu'il est tout à fait possible de coopérer dans le monde industriel, même si parfois les acteurs sont concurrents. Voilà, donc merci à tous à nouveau. Je vais laisser progressivement nos intervenants itérer avec nous. Alors, je vais donner la parole à la ruche industrielle dans un premier temps, avec Bertrand Félix, que je te laisse te présenter, Bertrand, en un mot. Allez. Bonjour à tous, donc Bertrand Félix, cofondateur et responsable des projets et des partenariats à la ruche industrielle. Voilà. Merci Bertrand. Donc, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de la ruche ? Pourquoi vous avez créé cette association ? Alors, pour ceux qui étaient à Global Industrie 2019, on avait lancé la ruche industrielle. Et aujourd'hui, l'idée, c'était aussi de nous faire un peu le point sur cet asso qui a été lancé donc, il y a 2 ans. Et finalement, l'ADN finalement de cette association, et puis peut-être un mot supplémentaire sur la coopération qu'on peut initier entre industriels dans le cadre de ce type d'association. Merci Catherine. Donc en effet, ça fait 2 ans. La ruche s'est bien développée et on peut dire que le Covid, comme toute structure qui a travaillé dans le digital et la collaboration, le Covid a accéléré à la fois nos projets et puis la prise en compte du fait qu'on ne peut plus travailler seul. Donc il faut travailler à plusieurs et que les enjeux, qu'ils soient digitaux, mais digitaux pour les usines et la transformation des entreprises et des compétences de leurs employés est tellement au cœur que de toute façon ça constitue des challenges, encore une fois, qu'il est impossible ou difficile de prendre tout seul. Donc la ruche va bien. La ruche aujourd'hui c'est 15 membres industriels, donc beaucoup de grands groupes, quelques ETI, et donc à venir des PME. Et donc si vous posez la question qu'est-ce que la ruche industrielle, déjà c'est un dispositif de transformation de l'industrie, on peut le dire très clairement, et c'est un collectif d'industriels alignés qui partagent des problématiques, pour pas dire irritant, ce mot qui est ressorti juste avant dans la conférence, donc des problématiques industrielles qu'ils tendent à résoudre ensemble à travers des projets collaboratifs inter-entreprises. Donc la ruche, elle fournit toute l'ingénierie ou le process qui vise à détecter ces sujets communs et ensuite à lancer les projets. Et dans ces projets-là, on travaille, et c'est un point essentiel, on travaille avec les experts ensuite de chaque structure, donc experts métiers, par exemple en maintenance, experts métiers en production, logistique, et les experts techniques de ces structures quand ils existent. Donc un très bon exemple, c'est l'expert IoT par exemple. Et on complémente nos équipes projets
par ce que nous on appelle en tout cas à la ruche des partenaires technologiques, pour ne pas dire fournisseurs, qui eux viennent apporter une expertise complémentaire, on en a besoin. Donc ça peut tout à fait être des startups, on en discute avec Eleanor juste avant, du moment où l'expertise est là. Et il y a un point qui est essentiel, et tu le soulevais Catherine, quid de la compétitivité ou comment peut-on collaborer dans l'industrie, hein, c'est ça que tu disais. Eh ben, très bien, dans la mesure où à la ruche, les membres industriels sont non compétiteurs. On est de secteurs complémentaires, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été référencé dans les statuts depuis le début. Par ailleurs, les partenaires technologiques qui viennent dans nos projets, eux, peuvent être des compétiteurs. Mais disons qu'on a la conviction absolue à la ruche que l'industrie du futur se développe à quatre mains. Donc à la fois les industriels qui viennent poser leurs besoins, leur connaissance du process, et les partenaires technologiques qui viennent tester plusieurs briques. Nous, on est bien sur les briques techno et moins sur ce qu'on appelle le end-to-end, toute la chaîne, servie toute chaude. On travaille sur l'interaction entre ces briques et les partenaires technologiques viennent tester ces briques avec les industriels. Et à la fin, la ruche s'arrête à la preuve de valeur développée dans l'usine. Et soit les usines ou les entreprises continuent grâce aux compétences qu'elles ont développées dans le projet. Généralement, nos projets durent 1 an à 1 an et demi. On se voit en présentiel dans les locaux de la ruche tous les 15 jours. Donc, c'est vraiment des projets très timés où on fournit les chefs de projet et la méthode et on drive jusqu'au livrable. Et du coup, forcément, nos partenaires techno peuvent prendre le relais à la fin du projet pour aller implémenter dans les usines. Et je finis en disant que on n'est pas incentivé sur le déploiement, mais la ruche n'existerait pas si on n'était pas capable de le faire. Donc notre valeur, elle vient de la capacité à transformer l'entreprise pour de vrai. Sinon, je pense qu'elle se sera arrêtée dès les premiers atermoiements du Covid. Voilà. Donc on disait que la ruche a été créée il y a 2 ans maintenant. Aujourd'hui, les membres, tu peux les citer peut-être ? Alors de tête, si j'en oublie, il faudra me le dire. Donc Bosch, Volvo, Renault Trucks, EDF, Vicat, FIV, INSA, Grand Lyon, Groupe Seb. Voilà, il va m'en manquer encore. Il en manque encore, effectivement. Ah, j'ai un prompteur quelque part. Oui, il m'en manque, mais c'est ces grandes structures là, et on a une discussion assez active avec d'autres structures pour nous rejoindre. Voilà, donc ils sont tous de secteurs complémentaires. On a Montabert qui est également rejoint la ruche, qui est rentré récemment. Donc des grandes structures et des plus petites structures. Hein, donc voilà, l'idée c'est de mixer aussi des entreprises qui ont des cultures d'innovation assez différentes. Et je crois, si j'ai bien compris, de vraiment partager les savoir-faire qui peuvent être très innovants ou moins innovants. C'est l'innovation sous toutes ses formes. Donc voilà. Donc on a effectivement... Non, mais pour le moment, on continue les questions-réponses et puis on vous donnera la parole à la fin. Merci beaucoup Bertrand. Alors, un autre exemple de collectif, tout à fait différent, et une fois de plus, hein, c'était bien l'objet de cette mini-conférence, c'était de vous montrer des collectifs qui sont vraiment au service des besoins des industriels. Donc l'appel des 30, qui a été impulsé par la mission Vallée de la Chimie avec les industriels de la Vallée de la Chimie. Donc Caroline Prieur, je te laisse te présenter. Bonjour, du coup Caroline Prieur, moi je suis chef de projet industrie à la mission Vallée de la Chimie. Donc merci Caroline de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur cet appel des 30 pour ceux qui ne connaissent pas cette initiative? Alors, de mémoire 2016, 2015 donc là, 2014. Même 2014. Décidément, les dates, ce ne sera pas mon fort ce soir, mais ce n'est pas grave. On a pas mal de recul donc, du coup, sur cette initiative portée sur la vallée de la Chimie. Peut-être que peu de gens le savent, mais il y a énormément de coopération au sein de la Vallée de la Chimie et pas mal de fertilisation croisée entre les industriels des grosses structures et des plus petites structures. Est-ce que tu peux nous en dire davantage et nous expliciter un petit peu ce qui est ressorti de cet appel des 30 et au travers peut-être d'exemples de projets qui ont émergé grâce à cet appel?
Ok, du coup, donc le dispositif Appel des 30, effectivement, il a été créé en 2013-2014. En fait, c'était une volonté initialement déjà de créer un vrai projet de territoire et une gouvernance en fait publique-privée, en travaillant en fait avec la collectivité et les industriels donc de la vallée de la Chimie pour, dans un premier temps, c'était vraiment renforcer l'attractivité économique du territoire. En fait, la vallée de la Chimie, c'est une dizaine de kilomètres au sud de Lyon, 18 sites Céveso de la vallée, enfin de la filière chimie principalement, 6 centres de recherche et développement, et c'est finalement un territoire qui, au fil du temps, finalement, avait clairement un déficit d'image, et puis finalement, on était face à des sites industriels qui étaient de plus en plus, comment dire, il y avait de plus en plus de friches finalement industrielles au sein de ces sites, compte tenu finalement de l'évolution de la technologie, de l'évolution des process dans la filière de la chimie, et en fait, il y avait une vraie volonté en 2013, une vraie volonté politique du Grand Lyon en tout cas, de renforcer l'attractivité du territoire. Et donc on a proposé aux industriels de la vallée de la Chimie, mais aussi avec l'État notamment et la région, de mettre en place ce dispositif assez innovant finalement, innovant aussi pour la collectivité territoriale, de finalement fédérer donc ces acteurs industriels dans une logique finalement de mettre en avant au sein de ces sites Céveso des friches disponibles pour y accueillir de nouvelles activités. Alors des activités des filières chimie, chimie verte, énergie renouvelable et environnement, des activités ce qu'on appelle ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Tout ça aussi permis par le PPRT, on en a parlé tout à l'heure, le plan de prévention des risques technologiques, qui finalement autorise à intégrer de nouvelles activités industrielles au sein de ces sites Céveso. Donc en fait, on a engagé cette première démarche en 2014. On a réitéré en fait l'appel des 30 à 3 reprises, en 2014, 2016, 2018. Ça a été un vrai outil finalement pour fédérer les acteurs industriels, pour faire connaître la vallée de la chimie finalement auprès de nos partenaires en France et puis même plus largement en Europe ou à l'international. Et puis finalement aussi, au fil des éditions, on s'est un peu diversifié parce qu'au départ, on était vraiment dans une logique foncière, de valorisation du foncier. Et puis en fait, au fil des éditions, on a travaillé sur d'autres axes, notamment sur le développement des énergies renouvelables. On a créé cette société qui s'appelle Lyon-Rhône Solaire, qui est un partenariat public-privé pour permettre finalement à une entreprise de développer des panneaux solaires sur des ombrières de parking sur les sites de la vallée de la Chimie. On a créé de nouvelles filières comme la filière paysage productif, donc ça c'est de la filière de fertilisation des sols, phytoremédiation, on est vraiment dans la filière innovation pour finalement valoriser des fonciers extrêmement contraints. Et puis par exemple on a inventé des nouveaux services comme notamment le transport à la demande pour renforcer l'accessibilité de la vallée de la Chimie. Voilà, donc trois éditions, 2014, 2016, 2018. J'ai quelques chiffres. On a à peu près valorisé 60 hectares de foncier sur le territoire. Et finalement, on a créé plusieurs centaines d'emplois. Si je compte en plus l'arrivée de Symbio ou même de Safran, là, on est plutôt sur le millier au moins d'emplois créés sur le territoire de la vallée de la Chimie. Du coup, quid des suites de cet appel ? Est-ce que vous pensez le renouveler, faire une 4e édition, ou bien est-ce que le bilan est satisfaisant Alors, le bilan est satisfaisant, mais on souhaite toujours, bien sûr, continuer à fédérer et à renforcer cette gouvernance en fait, publique-privée avec les industriels du territoire, mais on ne relancera pas de dispositif appel des 30, parce que finalement, on a moins de foncier disponible. Par contre, on a maintenant des axes prioritaires en fait, de travail. On travaille notamment avec le Solvay, le centre de recherche de Solvay et Axel One pour développer un parcours, pour développer une offre immobilière nouvelle sous forme d'ateliers et de bureaux qui pourra accueillir des entreprises en phase de pré-industrialisation. On travaille sur le volet de l'énergie. On a parlé tout à l'heure de Symbio. On a vraiment des enjeux sur le territoire de la vallée de la Chimie sur l'énergie, la décarbonation des sites industriels et donc notamment sur le développement de la filière hydrogène vert, hydrogène décarboné. Donc en fait maintenant on connaît nos fonciers. Ça nous a permis de connaître mieux nos fonciers. Ça nous a permis de mieux connaître aussi nos partenaires industriels. Et maintenant on est plus dans une logique de cibler finalement des projets au regard des besoins du territoire et des enjeux du territoire.
Très bien, merci Caroline. C'est toujours intéressant aussi, parce qu'on lance beaucoup de collectifs, et puis c'est toujours intéressant aussi de pouvoir regarder en arrière les succès et ce qu'ils ont pu apporter pour le territoire. Donc après ces exemples de la ruche industrielle à Vénissieux, l'appel des 30 dans la vallée de la Chimie, on souhaitait aussi permettre au H7 à Confluence de dire quelques mots. Donc finalement le H7, en tout cas pour ceux qui connaissent, c'est d'abord un lieu d'accueil d'entreprise. Mais c'est aussi un collectif et il y a une vraie communauté. Donc, Émilie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur finalement l'offre de services que vous apportez aux entreprises? Parce qu'il y a quelques entreprises de services auprès des industriels, voire des entreprises industrielles. D'ailleurs, certaines étaient avec nous aujourd'hui comme Emergency. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve à OH7 au-delà de la location de bureaux? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Merci Catherine. Alors effectivement, on n'est pas une offre d'accueil. On se définit avant tout comme une communauté d'entrepreneurs, puisque aujourd'hui, H7 accueille à peu près 70 entreprises, dont 65 effectivement start-up vraiment accompagnées. Et du coup, c'est bien ce collectif qu'on anime au niveau d'H7, qui est un collectif effectivement d'entrepreneurs. Donc qu'est-ce que ça apporte un collectif? Ça apporte tout d'abord des compétences, bien évidemment, puisque on a 70 entreprises qui sont dans cette phase de croissance, dans une phase de croissance et de développement, avec des secteurs par contre extrêmement diversifiés, puisqu'on a des entreprises dans le domaine de l'énergie, au service de l'industrie, mais aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la mobilité. Et donc toutes ces entreprises-là, ce que ça apporte ce collectif aussi, c'est une diversité de structures en termes de secteur d'activité et en termes aussi de taille et de forme de structure, puisqu'on accueille autant effectivement des startups qui sont en post-incubation, donc qui sont vraiment dans leur phase de développement et d'accélération commerciale. Et on accueille également des plus grandes entreprises qui vont soit transformer une branche ou créer une branche de leur activité, ou aussi venir implanter une de leurs équipes au sein d'H7. Donc on a effectivement cette diversité d'entreprises. Ce qu'on apporte en termes de services, effectivement, donc justement, des personnes qui nous disent, voilà, on a besoin de locaux, on sait que vous avez des bureaux à H7, on leur dit, en fait, non, dans ce cas-là, vous n'êtes pas à la bonne porte. On recherche des gens qui vont effectivement s'impliquer dans cette communauté, qui vont rechercher la collaboration avec et d'avoir cet ancrage territorial dans un écosystème. On va accueillir des entreprises aussi qui vont avoir besoin d'un accompagnement dans cette phase de croissance. Soit parce que effectivement ils ont levé des fonds et du coup ont besoin d'accueillir des équipes et d'entraîner leurs nouvelles équipes dans un état d'esprit, dans une nouvelle phase de développement. Soit parce qu'effectivement ils vont être dans cette phase de développement commercial et du coup vont avoir besoin de la structuration et des connexions avec l'écosystème. Et pour cela, au-delà effectivement du collectif, on propose des programmes d'accompagnement, des programmes d'accélération qui sont autant sur les volets de développement d'activités, de business classiques dans le domaine du marketing, du design, du développement commercial, etc., mais également sur les dimensions d'impact et de créativité. Peut-être ce qu'on peut dire en termes de spécificité au niveau d'H7, c'est effectivement qu'on accueille des entreprises qui sont en cette phase de développement, d'accélération, qui ont toute une brique de technologie numérique, puisqu'on a été vraiment de la jeunesse d'H7 et lié au mouvement French Tech également. Et avec par contre un actionnariat et un collectif qui mixe à la fois l'univers de la tech, les enjeux et les ambitions d'intérêt général et d'impact, puisque notre premier actionnaire est le premier groupe européen de SS, qui est le groupe SOS, mais également les volets de créativité avec Artifarty, qui nous connecte avec les médias, mais aussi par exemple l'univers du jeu vidéo, qui peut avoir des applicatifs. Donc c'est bien cette diversité qu'on va vouloir apporter, et dans la dimension aussi pour le coup industriel, je pense qu'effectivement on ne va pas avoir ce collectif d'industriels comme vous allez pouvoir trouver au niveau de la ruche. Par contre, on a effectivement des entreprises qui vont pouvoir s'ouvrir effectivement sur d'autres écosystèmes. Donc la mixité, elle est clé, et cette mixité, c'est aussi la volonté du coup de mixer des startups, des jeunes entreprises en phase de développement avec des grands groupes, des partenaires qui vont à la fois venir alimenter
la structuration, voire parrainer certaines de nos entreprises, et donc apporter leur expertise métier, leur expertise filière, mais aussi et surtout qui vont venir se nourrir au sein d'H7, bien sûr d'innovation, pour nourrir leur innovation stratégique, leur sourcing, mais qui vont aussi rechercher des talents ou tout simplement aussi accroître leur image de marque. Donc il y a une dimension de ressources humaines et de fédération des équipes qui est extrêmement forte et qui vont affirmer leur ancrage territorial effectivement, puisqu'on est un projet de territoire reconnu et identifié à Lyon. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un exemple d'animation collective que vous faites, que vous avez au H7 en particulier ? Oui, oui, on peut donner. Alors, j'aurais pu parler effectivement des discussions qu'on a commencé à avoir avec certains acteurs de la vallée de la chimie, mais je pourrais en dire 2 mots tout à l'heure. Mais une filière par exemple où on a dès nos débuts été très fort, on va dire dans nos contenus, et aujourd'hui on a une quinzaine de structures dans le domaine de la santé. Donc dans le domaine de la santé, par exemple, on a effectivement un certain nombre d'entreprises, autant des entreprises qui sont du domaine de la deep tech, donc avec des expertises très fortes, technologiques très fortes, comme des entreprises vraiment de services dans le domaine de la santé globale. Et ces acteurs de la santé ont été renforcés, notamment avec un axe d'accélération qu'on a monté avec un groupe partenaire qui est Apicil, où on a monté un incubateur en prévention santé. Et donc cet incubateur en prévention santé a permis de recruter des nouvelles entreprises dans le domaine de la santé. Et il y a 1 an, cette thématique de santé a été d'autant plus renforcée avec l'implantation, pour le coup, du lab iCare, qui est un cluster donc, dans la e-santé et qui nous accompagne dans l'animation aussi de la filière santé, notamment avec des événements pour promouvoir l'expérimentation, des expérimentations dans des établissements médico-sociaux. Donc c'est une filière qu'on maintient à travers et qu'on approfondit à travers du coup plusieurs axes. Donc un foisonnement de collaboration entre les entreprises au travers de différents collectifs, si j'entends bien cet exemple. Dominique Paré, donc merci beaucoup de nous avoir rejoints également. Donc Dominique, tu vas nous dire quelques mots sur Cité Service, une filiale de la Cité du Design. Donc tout le monde connaît la Cité du Design. Mais personne ne connaît Cité Service. Alors Cité Service est une filiale toute récente. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi expliquer pourquoi on a créé une filiale. Voilà, pourquoi vous avez créé une filiale et le rôle que tu y joues. Je te laisse te présenter également. Donc voilà. Donc je suis Dominique Paré, je suis le directeur de Cité Service. Alors pourquoi avons-nous créé une filiale ? Pour une raison toute simple, c'est que la Cité du Design est un établissement public de coopération culturelle qui porte en son sein un établissement d'enseignement supérieur, un pôle de recherche, qui avait en fait une action plutôt de sensibilisation à la pratique du design auprès des entreprises et qui était régulièrement sollicité pour des programmes plus approfondis en termes d'innovation par le design. Donc on a créé cette filiale d'une part pour être plus agile, mais aussi pouvoir collaborer avec d'autres collectifs, sachant que cette filiale elle a un métier qui est tout simple. On a un pôle recherche qui développe des méthodologies d'innovation par le design, qui sont essentiellement des méthodologies issues du design de service, donc qui se caractérisent par le principe d'approche centrée usager. Alors quel que soit l'usager, ça peut être aussi le collaborateur de l'entreprise, l'usager, c'est pas forcément le client final. Ça peut être le sous-traitant, ça peut être toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, par une démarche collaborative, donc là une première dimension collective, et puis par un principe d'itération, depuis l'idéation jusqu'à l'expérimentation et l'accès au marché. Donc on a mis en place un process de transfert de ces méthodos qui s'inscrit en fait dans une logique très partenariale. Pas plus tard que ce matin, j'étais au H7 pour discuter avec un collectif lyonnais de designers pour pouvoir travailler avec eux sur la diffusion de ces méthodologies. Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est que chaque fois qu'on s'implante dans un écosystème, on souhaite être connecté à l'écosystème. Alors effectivement, la première étape, c'est de trouver grosso modo une 50aine de designers sur une plaque métropolitaine qu'on forme à nos méthodos et avec lesquels on monte en pluridisciplinaire des accompagnements. Puis la deuxième étape, et ça va être l'étape de novembre sur ce beau territoire lyonnais, ça va être de se rapprocher en fait des collectifs, notamment de l'industrie, pour pouvoir voir avec eux en fait comment on peut mettre en place des co-accompagnements. Et ce qui caractérise notre approche, c'est que en fait, on essaye d'avoir des approches originales par rapport aux besoins du marché. C'est-à-dire que notre métier n'est pas de faire de l'accompagnement individuel au design. Il y a des designers qui font très bien ça.
Par contre, dans le domaine industriel, on s'est beaucoup attaché à développer des méthodos qui permettent d'adresser la chaîne de valeur, et notamment la chaîne de valeur donneur d'ordre sous-traitant. Et cela dans 3 sujets. Le premier, c'est la cybersécurité, où avec des experts du domaine, on travaille en fait sur le référentiel de pratiques numériques à l'échelle de la chaîne de valeur. Et ça, du coup, ça nous permet de travailler en interface avec les professionnels du process, ceux qui montent des actions collectives ou collaboratives dans le domaine industriel, technologique. Le deuxième sujet, c'est l'impact environnemental, où là, on va se poser la question de comment la chaîne de valeur de sous-traitance, quand elle produit en fait un ensemble de composants pour son donneur d'ordre, comment elle a un bilan global en fait de son impact sur l'environnement, parce que malheureusement aujourd'hui, les impacts sont mesurés individuellement, mais le donneur d'ordre, in fine, il a besoin de le consolider en fait dans son RSE. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que en fait, ça fait 20 ans qu'on parle de la transformation numérique des entreprises. Ici, il y a au moins un stand sur 2 en fait qui évoque le sujet. Et en fait, ce qu'on voudrait pouvoir proposer, mais ça, on aimerait le construire collectivement. C'est plutôt un appel que je fais aujourd'hui. C'est qu'on est convaincu, dans toutes les études de tendance que l'on a menées, on est convaincu que le digital peut être au-delà d'une transformation d'entreprise. Pour la PME industrielle, il peut être aussi un produit. Alors souvent, j'utilise, parce qu'il nous est arrivé de travailler pour des fabricants de boulons. Et on était plus dans une logique, est-ce que le boulon il peut être vert au lieu d'être bleu? Et puis est-ce que le boulon on peut le mettre dans un carton plus gros en changeant un peu sa dimension? Mais en fait, le boulon, avec une bonne transformation numérique, on peut lui affecter un marquage, il peut être traçable. Et du coup, non, ce n'est pas qu'une transformation numérique de l'entreprise et de son organisation, mais c'est aussi une transformation du produit qui devient en fait augmenté. Et là, on pense qu'il y a vraiment un lien à créer entre... notre leitmotiv, c'est la créativité pour la compétitivité. Et on pense que là, il y a vraiment un lien à créer avec les acteurs de l'industrie et de la techno pour justement créer, grâce à cette créativité, générer de la compétitivité. Donc voilà notre ADN. Et là, on est les plus jeunes de la bande, hein, donc tout à fait. pratiquement. Sans transition. Voilà. Mais du coup, on a une grosse envie en fait d'engager des partenariats sur la plaque métropolitaine lyonnaise. La filiale a été créée cette année. Hein. Elle a été créée fin 2019, mais elle est vraiment active. Mais comme le disait le collègue, en fait, la crise Covid, le design, malheureusement en France, c'est quelque chose de plutôt émergent en termes de pratique. On a une forme de caricature, merci Monsieur Stark. La crise Covid a fait prendre conscience aux entreprises, elle leur a donné du temps, paradoxalement, pour réfléchir et à repenser certains paradigmes. Et on a vu notre activité en fait doubler par rapport au prévisionnel, parce qu'en fait, on avait des interlocuteurs qui avaient le temps. C'est tout con, mais ils avaient le temps. Voilà. Donc design de produits, design de services, design de process, voilà. Design sous toutes ses coutures, donc avec des collectifs de designers stéphanois et lyonnais, hein, si j'ai bien compris, avec la Cité Service. Donc prochainement, il y aura un site, je crois qu'il n'est pas encore... on va lancer notre communication d'ici la fin de l'année, qui devait être calée sur la Biennale internationale de design, à laquelle je vous invite tous, mais qui du coup a été décalée d'1 an, donc ça nous a donné un peu de souffle. Voilà. En tout cas, merci Dominique. Et puis donc, je vais laisser la parole à Éléonore Blondeau, donc, sur le collectif Startup Industrielle France, qui a été lancé il y a assez peu de temps, donc c'est une initiative toute récente. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur pourquoi avoir monté ce collectif et en quelques mots, quelles sont ses spécificités? Parce que vous avez aussi un positionnement assez différent d'autres initiatives, une fois de plus, et assez complémentaire. Oui, bonjour à tous. Donc Éléonore Blondeau, présidente et cofondatrice de l'association d'intérêt général collectif Startup Industrielle France. Pourquoi cette association? En fait, elle est à la base issue de mon histoire personnelle en tant qu'ancienne start-upeuse et aussi finalement des échanges que j'ai pu avoir avec beaucoup d'autres start-upers en France de produits physiques innovants, électroniques ou non, de petite taille comme de grande taille. À partir du moment où on a une innovation qui est basée sur un produit physique, de notre point de vue, peut s'appeler start-up industrielle, puisque ce produit, il va falloir d'abord le développer, le prototyper, donc R&D prototypage, puis l'industrialiser, faire du design to cost, trouver les bons outils, développer la bonne documentation pour développer ce produit, améliorer l'endurance, trouver les partenaires et les locaux adaptés à cette phase de pré-industrialisation, et puis dans une troisième phase, soit créer sa propre usine de production en série, soit passer par des partenaires industriels pour produire en série notre produit. On est néanmoins donc une
une start-up, c'est à forte croissance, sur l'innovation et c'est scalable. Et on s'est rendu compte, en fait, en échangeant entre pairs, qu'il n'existait aucune organisation qui représentait les startups industrielles. Le mouvement Startup a été en effet créé il y a maintenant plusieurs années, mais il a été créé par et pour le numérique. Et finalement, nous, porteurs de projets industriels, on se rendait compte qu'on était soit jamais considérés, soit très mal compris, et finalement, malgré eux, très mal accompagnés dans notre développement, que ce soit dans la compréhension de nos besoins financiers, en ressources humaines, aussi sur les locaux dont on pouvait avoir besoin, sur le vocabulaire qu'on utilisait ou sur les étapes de notre développement, qui sont complètement différentes de projets numériques. Donc l'objectif de l'association, elle est de faire connaître l'existence de ces startups en France et de faire évoluer l'écosystème startup national en faveur des projets industriels. Notre objectif, c'est que ces incubateurs, accélérateurs ou financeurs qui aujourd'hui savent très bien parler de e-commerce, de blockchain, de SaaS, puissent demain aussi facilement parler de moule, de bande test ou de design to cost. Donc on n'est pas là pour les réduire à zéro ou dire ce qu'ils ont fait c'est mal, c'est plutôt de leur apporter notre vision industrielle de l'innovation afin qu'ils puissent accompagner les porteurs de projets dans leur développement à la hauteur des enjeux de ces projets. Juste en sous-marin de cette mission principale, puisque c'est moi qui ai lancé ça et je suis assez engagée pour l'économie circulaire en règle générale, notre objectif secondaire est de dire que si on reprend possession de la chaîne de valeur de production des produits de demain, qui sont en fait les innovations portées par les startups en cours, finalement, on pourra aussi permettre d'inscrire ces projets et finalement l'industrie dans une démarche d'économie circulaire. Et ça s'applique à tout type de produit, parce que même une poignée de porte connectée peut tout à fait s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire, même si elle n'a pas de rôle écologique ou social dans son usage au quotidien. Une poignée de porte, elle peut être produite en Asie, dans des conditions difficiles, en multimatériaux, non recyclables, non réparables, vendus à l'unité, ou elle peut être produite en France, dans des bonnes conditions, en monomatériaux, réparables, recyclables et vendus à l'usage. Donc c'est vraiment le message qu'on souhaite faire porter, qui est un message secondaire, mais qui est finalement inhérent au fait que si on accompagne désormais l'amorçage industriel en France, alors on pourra aussi retrouver de la souveraineté et une vertuosité environnementale et sociale dans le développement de ces projets. Est-ce que tu peux nous dire combien d'entreprises aujourd'hui dans le collectif et puis peut-être un mot sur le document que vous avez produit récemment, très très rapidement? Alors aujourd'hui, il y a un peu plus de 300 membres au sein du collectif. Toute personne peut devenir membre du collectif, que vous soyez porteur de projets industriels, sous-traitant, membre d'un incubateur, accélérateur ou même financeur, fonds d'investissement, ou tout citoyen professionnel qui se sent concerné par la thématique de l'amorçage industriel dans une démarche d'économie circulaire. On a effectivement, donc l'association et le mouvement a été créé suite à une tribune publiée le 9 mars dernier sur LinkedIn. L'association a été créée seulement fin juin dernier, mais on a déjà eu l'opportunité de fournir au cabinet ministériel une note qui s'appelle désormais le Manifeste des solutions et qui est live sur notre site internet csifrance.fr, dans lequel vous retrouvez sur chacune des thématiques que l'on travaille via notre groupe de travail en ligne avec la plateforme qu'on utilise et qui permet en fait de lister toutes les solutions que l'écosystème startup pourrait implémenter pour mieux accompagner l'industrie dans son développement. Donc c'est un manifeste qui est en ligne, qui regroupe 5 grandes thématiques, donc le financement notamment en fonds propres, d'où l'intérêt du projet de la métropole de Lyon et de Saint-Étienne de créer un fonds d'investissement dédié aux startups industrielles, mais aussi toute la thématique autour de l'immobilier et des locaux. Vous parliez de locaux où on pourrait faire de la préindustrialisation, du stockage, du chaud, du sale, du froid, du bruit. Aujourd'hui, on manque de ce genre de locaux-là qui ne soient pas directement 10 000 m² ou simplement 100 m² de bureau. Il nous faut un juste milieu. Il y a aussi la thématique des différentes sortes d'innovations. Tu le citais tout à l'heure, c'est pas que l'invention technologique de rupture, comme ça a pu être dit ce matin lors du CNI, c'est en fait aussi toutes les innovations incrémentales ou de procédés qui sont aussi radicalement innovantes, des fois au niveau mondial, et qui ne sont pas pourtant basées sur des technologies issues de laboratoires ou issues de spin-off de grands groupes ou de PME, ETI, et qui pourtant sont une vraie différenciation sur le marché et qui ont besoin qu'on les valorise différemment.
On a enfin une dernière thématique, je m'excuse, sur l'éducation à la fois de l'écosystème professionnel à ces enjeux industriels, mais plus largement du grand public, afin qu'on puisse aussi avoir les ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, il y a un cruel manque de ressources humaines par rapport à tous les emplois que ces innovations, ces startups peuvent apporter. Et donc, on espère que plus on démocratisera l'industrie auprès du grand public, plus ça donnera envie aux gens de nous rejoindre. Donc on retrouve bien dans vos propos finalement les axes de la stratégie industrielle de la métropole sur la coopération, la reconnexion, l'accélération de la transition et puis l'accueil qui est quand même aussi important, comment on peut permettre l'implantation d'entreprises industrielles sur le territoire. Donc vous êtes des collectifs, on l'a entendu, différents, avec des objectifs différents. Pour vous, les facteurs clés de succès d'un collectif territorial ou de plus grande envergure, puisque CSI a plutôt des objectifs d'aller aussi au niveau national, mais peu importe. Pour vous, les facteurs clés de succès, quels seraient-ils si Bertrand, par exemple, pour la ruche industrielle? Voilà, j'arrive. Alors pour nous, les facteurs clés de succès qu'on a déjà en place, qu'on peut mesurer, c'est la capacité à livrer. Alors déjà, si on commence par le commencement, c'est l'intimité des acteurs. Donc nous, les industriels, il faut qu'ils puissent parler des sujets qui grattent. Si on travaille sur des sujets de complaisance, encore une fois, on peut vite fermer la porte et aller faire autre chose. Donc nous, on travaille sur les sujets qui les empêchent de dormir la nuit, comme on dit. Et si on résout ces sujets-là et qu'on les livre, qu'on est en capacité de les livrer, on existe et on apporte de la valeur. Voilà. Donc c'est une réponse très pragmatique à cette question. C'est d'aller entraîner un livrable, d'aller former les gens aussi au passage, de faire le tout en un. Nous, c'est ce qu'on cherche. Un moto à la ruche, c'est une action pour de multiples effets. Donc très important. Et voilà. Donc si je résume, c'est un collectif aligné, un collectif en intimité. Travailler sur les bons sujets. De toute façon, le Covid a tué les sujets de complaisance, encore une fois. Les entreprises, elles ont sélectionné qui elles envoyaient et sur quel sujet. Et ensuite, c'est la capacité à livrer. Très bien. Merci pour cette réponse pragmatique. C'est ce qui était bien attendu. Merci Bertrand. Émilie, pardon, Caroline, peut-être côté appel des 30, on a vu qu'il y a un bilan qui est assez exhaustif qui a été tiré. Facteur clé de succès, selon toi, par rapport aux industriels de la vallée de la chimie, petits et grands? Déjà, il faut arriver à définir des intérêts communs. Et effectivement, les industriels de la vallée de la chimie sont aussi très pragmatiques. Donc, si on peut les accompagner pour réduire leurs coûts de fonctionnement et leur permettre de développer des partenariats et leur permettre d'avoir de nouveaux marchés, forcément, ils seront à notre écoute. Merci Caroline. Et donc Émilie, pour le H7, si tu regardes un petit peu par rapport à votre collectif, qui a... En fait, le H7, tu peux nous rappeler combien de temps d'existence d'ailleurs? On n'en a pas parlé. H7 a ouvert ses portes il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans, voilà, donc merci. C'est vrai qu'on est encore jeune avec effectivement 1 an et demi de Covid, mais je te rejoins complètement sur l'accélération et finalement ça fait ressortir le besoin justement de collectifs et l'importance des collectifs au-delà des murs. Nous, ce qu'on voit en termes des facteurs clés de succès, c'est effectivement une envie commune, des intérêts communs. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes sachent ce qu'elles viennent chercher au sein d'un collectif et ce qu'elles n'auront pas également au sein de ce même collectif. Donc par exemple au niveau d'H7, on va rechercher les personnes qui activement souhaitent rejoindre un collectif, contribuer et se nourrir de ce collectif. Et en même temps, on va être extrêmement vigilant sur le fait que ce collectif, il n'y ait pas de recherche commerciale, par exemple, au sein de ce collectif, pour que les intérêts ils soient clairs. Donc cette dimension d'intérêt commun est extrêmement importante. Et au-delà, encore une fois, des éléments qui ont été déjà partagés, je pense qu'il y a la dimension d'animation qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir effectivement un beau lieu dans lequel on peut rassembler et générer des rencontres entre beaucoup d'acteurs et des acteurs différents. Par contre, ça s'anime. Et effectivement, je ne sais plus si c'est toi ou qui parlait de la durée. Dans la durée, effectivement, ça demande de l'animation, ça demande de l'énergie. Et d'où l'importance aussi qui est des associations, des structures, des entreprises, des collectivités, des institutions qui animent ces collectifs. Parce qu'il faut identifier ces projets communs, susciter, mettre le niveau d'énergie pour effectivement faire aboutir les projets. Parce que cette dimension collective, c'est mine de rien sortir les gens de leur quotidien et de leur
de leurs enjeux quotidiens et de leur zone de confort. Et du coup, il faut qu'il y ait des personnes effectivement qui mettent du coup ce petit peu d'énergie en plus, en tout cas qui font que le collectif fonctionne. Dominique, côté cité-service... Quand tu passes en dernier, tout est dit, donc. Non, en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est la confiance au sein du collectif. Et la confiance, elle ne se décrète pas. Oui, comment est-ce qu'on l'amène? Elle ne se décrète pas. C'est vrai, il faut de l'animation, il faut des résultats, parce que les industriels ne perdent pas de temps. Mais les jeunes start-upers ne vont pas perdre de temps parce qu'ils sont dans un mode très agile. Tout à fait. Et je pense que... Alors, je suis en face de la métropole de Lyon, agit pour le futur de l'industrie. Mais je pense qu'en fait, ce futur, on peut aussi l'inventer. Et que tout ce qui était expliqué par les collègues, c'est aussi la capacité à mettre en relation des gens qui vont ensemble en fait inventer des choses meilleures. Et pour avoir vécu en 30 secondes une expérience sur la dernière Biennale International Design avec notre invité d'honneur qui était la Chine, je me suis rendu compte en fait que leur puissance de feu à faire très vite des choses standards, c'était une révélation pour moi et je me suis dit, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis sur ce poste aujourd'hui, il faut absolument qu'on invente des modus operandi qui nous permettent de combiner les compétences. Et que du coup on aille chercher l'innovation pas forcément de manière rigide et séquentielle, mais là où on ne l'attend pas. Et ça nécessite de sortir de la boîte. Et sortir de la boîte, ça nécessite de la confiance. Et pour faire des choses non standards aussi. Oui, a priori. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Très bien, merci Dominique. Éléonore, donc par rapport à ce collectif d'envergure un peu plus nationale, qui a donc un positionnement différent, puisque vous n'avez pas de structure juridique pour le moment. Si, ça y est, pardon, association. C'est encore récent. Mes excuses, mais globalement, vous avez identifié quel facteur clé que succès, qu'est-ce qui est absolument indispensable pour pouvoir faire vivre ce collectif? Ça a déjà été en partie dit. Donc le conseil d'administration veille à l'intérêt général du collectif et à la bienveillance des échanges au sein des membres et des membres avec les parties prenantes avec lesquelles on échange au niveau national et territorial. Donc effectivement, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de démarche commerciale abusive, etc. On a aussi mis en place, vu qu'on a des groupes de travail nationaux et après des groupes locaux régionaux, c'était important d'avoir des référents en fonction des groupes de travail ou des groupes locaux pour animer, effectivement, on l'a dit, les échanges. Donc les groupes nationaux sont via une plateforme qu'on utilise et qui permet vraiment en temps réel de pouvoir échanger, même avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la France. On veillait quand même à ce que ce soit une aventure humaine. C'est d'ailleurs pour ça que l'adhésion, elle est à titre individuel et qu'il y a des rencontres physiques régionales qui sont organisées chaque trimestre. Et enfin, effectivement, on l'a dit, les livrables. On est peut-être très récent, mais on a effectivement déjà sorti un manifeste qui fait une bonne dizaine de pages d'actions concrètes à mettre en place. Et maintenant, on est déjà dans la réflexion avec certains acteurs de l'écosystème Startup national, dans la création et le rassemblement de nos forces pour créer ces actions. Donc effectivement, mise en place opérationnelle très vive. Et maintenant, effectivement, on va commencer. On a fait le sprint de départ et maintenant, on commence le marathon de long terme. Et c'est pourquoi on recrute effectivement une ressource humaine qui maintenant pourra opérationnellement et tous les jours animer le projet. Donc très bien, merci à tous. Si je résume un peu votre propos, c'est un collectif qui est quand même ancré sur un territoire ou au-delà, avec un travail de longue haleine qui s'inscrit dans la durée pour permettre la confiance aussi entre les industriels, une mobilisation des équipes, des collectifs qu'on a tendance à sous-estimer. C'est vraiment, on vous connaît bien et on sait le cœur que vous mettez à l'ouvrage à animer ces collectifs et à vous adapter en permanence aux besoins des industriels, parce qu'on est aussi dans des démarches de co-construction et tout le monde progresse, donc ça nécessite, comme on l'a dit, de changer de posture et parfois de s'éloigner de sa zone de confort, ce qui n'est pas toujours évident. Et enfin, une mobilisation des industriels eux-mêmes qui contribuent à cet temps collectif parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à gagner à le faire. Donc merci à tous en tout cas d'avoir partagé vos retours d'expérience. Je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir une animation de la ruche industrielle sur la cybersécurité. C'est bien ça, Bertrand, si tu veux le présenter plus avant. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez découvrir un petit peu plus concrètement, typiquement au travers de cet exemple, ce qu'un collectif peut apporter. Il y a eu des projets qui ont été menés entre entreprises industrielles, notamment sur la cybersécurité. Un grand merci à tous. On arrive à cette fin de journée de conférence, donc je respecte le timing. Un grand merci à nouveau et puis on est à votre disposition pour des échanges plus avant sur le stand. Merci beaucoup.